Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du MAG, 30 minutes de questions-réponses, une demi-heure pour connaître tout sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dyslexie. C'est parti, le sommaire. C'est un trouble qui touche bon nombre de vos enfants et pourtant la dyslexie n'est pas toujours connue. Qu'est-ce que la dyslexie? Surtout, comment on la détecte? Est-ce qu'on s'en sort? Irina Capron sort sa loupe dans un instant. Quelle scolarité pour les enfants dyslexiques? Quelle prise en charge? Vous verrez qu'il existe plusieurs dispositifs, plusieurs structures. Sont-ils adaptés, efficaces, suffisants? Nos spécialistes vous répondent dans le MAG dans un instant. Et puis derrière chaque enfant, il y a forcément un parent, des adultes qui se posent des questions, des hommes et des femmes parfois dépassés, qu'il faut avant tout rassurer. Quelle relation faut-il tenter d'instaurer avec son enfant dyslexique? Ce sera un des thèmes du MAG. Et pour répondre à vos questions aujourd'hui, on est avec Nathan Rosweg. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes étudiant et vous êtes dyslexique. Bonjour Hélène Ribeiro, psychologue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Géraldine Ventre, merci également d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes orthophoniste et responsable scientifique de Lily Light for Life. Tiens d'ailleurs, Lily Light for Life, c'est quoi? C'est une lampe qui aide les dyslexiques à lire. Et on en parlera dans un instant. C'est parti pour la loupe. Salut Irina. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Qu'est-ce que la dyslexie? Alors la dyslexie, c'est un trouble de l'apprentissage du langage qui se manifeste par des confusions et des inversions de sons, de lettres et des fautes d'orthographe. En France, 5 à 7% des enfants et adolescents souffrent de dyslexie. La dyslexie est également 2 à 3 fois plus fréquente chez les garçons que chez les filles. Elle peut constituer un sérieux handicap sans prise en charge. Elle peut détériorer l'avenir scolaire d'un enfant. Comment la dyslexie nuit à l'apprentissage de nos enfants? Par exemple, la lecture est nécessaire à la réussite de certaines matières comme l'histoire, les mathématiques, le français. Et comme l'enfant dyslexie déploie beaucoup d'énergie à décoder ou à reconnaître certains mots, il ne lit pas suffisamment et ce manque de lecture peut entraîner une perte d'estime de soi, de motivation et l'enfant peut également avoir peur de devoir prendre la parole à haute voix devant toute la classe et de recevoir des moqueries. Quelles sont les aides à disposition des élèves? Alors l'enfant dyslexique pourra intégrer une CLIS, alors une classe pour l'inclusion scolaire. C'est une classe d'intégration au cœur de l'école qui permet aux élèves de disposer de cours spéciaux. Si l'école n'en dispose pas, elle a également un dispositif Ulysse, des classes d'intégration spécifiques. Et concernant ses devoirs, un enfant dyslexique pourra bénéficier du dispositif CESAD, Service d'éducation spéciale et de soins à domicile, qui accompagne les élèves à l'école, mais aussi à la maison. Et il peut également avoir le célèbre tiers-temps, un tiers du temps supplémentaire pour les évaluations et examens. Bon, faut un peu s'accrocher, ça fait quand même pas mal d'acronymes. Irina, c'est quoi le PAP? Alors, c'est un plan d'accompagnement personnalisé. Il s'adresse à tous les élèves présentant des difficultés scolaires durables liées à un trouble de l'apprentissage à diagnostiquer par des professionnels de santé et par le médecin scolaire. Donc, les élèves dyslexiques peuvent bénéficier d'adaptations pédagogiques durant leur cycle primaire et secondaire à l'école. Et les aménagements sont par exemple la lecture et la reformulation de consignes, la remise des cours sous format adapté, comme par exemple la photocopie avec la taille et la police adaptée, ou encore l'utilisation d'un ordinateur et d'une clé USB. On creuse un petit peu tout ça dans l'expression orale, c'est parti. Nathan, bonjour encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été détecté dyslexique à quel âge? Je ne me rappelle plus très bien, mais c'était assez tôt quand même, je crois, en CP. En CP, et justement, quand en CP, on apprend qu'on est dyslexique, est-ce que c'est un peu impersonnel et quelle a été votre réaction? On comprend tout de suite, justement, qu'on a un trouble? Non, je dirais qu'on ne comprend pas tout de suite. Enfin, on s'en rend compte qu'on a des difficultés, qu'on est différent des autres, je dirais, mais en CP, je m'en fichais un petit peu en réalité. Et alors justement, en CP, ça se traduisait comment? En CP, ça se traduisait, franchement, j'ai plus trop de souvenirs, mais... Ou voire même par la suite, justement. Ouais. Comment ça se traduit, cette dyslexie, vous, au quotidien? Moi, au quotidien, j'y fais plus vraiment attention, même si je remarque qu'il y a, surtout dans l'écriture et l'orthographe, et aussi la lecture, je me rends compte que je lis moins vite que mes amis qui n'ont pas de troubles. Et au niveau de l'orthographe, je fais beaucoup de fautes d'orthographe, même si avec le temps, ça s'améliore. Vous n'avez pas de souvenir précis, justement, quand vous avez été détecté au CP, mais vous vous souvenez du regard des autres? Du regard des autres. Oui, justement, vous disiez que vous vous sentiez un petit peu différent. Est-ce que les autres vous le faisaient ressentir?
Non, pas vraiment, parce que, on va dire, quand j'étais à l'école, j'étais pas non plus, je dirais, un peu de popularité qui venait. Du coup, les gens évitaient de se moquer de moi. Et Hmm. franchement, on ne m'a pas fait ressentir beaucoup de fois. Dans quelle J'ai eu mesure assez de ça, chance sur ce moment aussi. dans quelle mesure ça a affecté votre apprentissage à l'école? Quelle mesure, je dirais que bah, j'ai eu en français déjà, c'était Compliqué. fini pour moi. La matière, le français, c'était beaucoup trop dur et j'avais pas d'accompagnement spécial. Bon, j'avais un ordinateur quand j'étais en cours, mais c'est pas ça qui allait faire que j'allais avoir 16 de moyenne générale. Et j'avais aussi perdu la motivation de reprendre, c'était compliqué. Justement, vous parlez d'un ordinateur. L'ordinateur, c'est un outil indispensable quand on est dyslexique? Si on veut progresser et relire ses cours, Ouais. je pense que c'est indispensable, effectivement. Hélène Ribeiro, il est important de dire pour commencer, quand on est dyslexique, qu'on peut s'en sortir. Bien sûr. À l'image de Nathan d'ailleurs, qui est web développeur. Oui, on peut s'en sortir. Par contre, ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il y ait un accompagnement à l'école et aussi en dehors de l'école. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, effectivement, de façon à pouvoir essayer que l'enfant puisse mettre en place des stratégies autres que celles qui le handicapent au Par quotidien. exemple, ça peut être quoi les stratégies qu'il peut mettre en place? Par exemple, moi je sais ce que je dis souvent, alors c'est pas pour toutes les dyslexies, mais par exemple surligner sur les tests de lecture, surligner une ligne sur deux, de façon à pas se tromper dans les lignes, parce que parfois ils ont du mal à se retrouver dans les textes, avoir des textes aérés, sans les petits, vous voyez la Police Times New Roman, ça elle n'est pas bonne du tout parce qu'il y a les petits traits là, donc il faut plutôt Arial par exemple. Sinon il y a des polices aussi spécifiques à la dyslexie. Éviter des textes avec à la fois du texte manuscrit et du texte écrit et essayer vraiment d'aérer le contenu. Après, ce qui peut être aussi important, c'est de lire la consigne à l'enfant, parce qu'en fait, s'il doit à la fois la lire et la comprendre, ça va être une double tâche et ça va beaucoup le fatiguer. Donc, si l'objectif, c'est d'évaluer la lecture, on le fait lire. Si l'objectif, c'est d'appliquer une consigne, il faut lui lire la consigne et lui demander s'il a bien compris, effectivement. Géraldine Vente, vous êtes orthophoniste et je répète que vous êtes la responsable scientifique de Lily Light for Life, une lampe un petit peu spéciale, vous allez nous en dire un petit peu plus dans un instant. Mais tout d'abord, la dyslexie, Irina le disait, ça touche entre 5 à 7% de nos enfants à l'école. C'est énorme. Oui, effectivement, c'est 1 à 2 personnes par classe. 1 à 2 personnes par classe et ça touche aussi beaucoup plus visiblement les garçonnets. Est-ce que l'on s'explique en 2022 pourquoi ça touche plus les garçons que les filles? Non, c'est une proportion qui est l'inverse de l'épilepsie, par exemple. Mais je vous reprends sur les garçonnets, pas que les garçonnets, les garçons, les hommes. En fait, on est dyslexique ou on n'est pas dyslexique. Ça ne dépend pas de l'âge. Est-ce qu'il est important de rappeler que ce n'est pas une question d'intelligence, que c'est avant tout un trouble? Absolument, absolument. Et ça, c'est vraiment important que les personnes dyslexiques le comprennent. C'est-à-dire que la dyslexie, c'est avant tout une chance. C'est-à-dire que le cerveau des personnes dyslexiques est obligé de développer des capacités absolument remarquables que n'ont pas besoin de développer les autres. Et ces capacités sont une vraie richesse d'intelligence. Dans ces capacités, il y a par exemple une grande créativité. On le retrouve dans le métier de Nathan. Hein. Voilà. Une capacité à trouver d'autres solutions, une mobilité de pensée en fait. D'accord. Et puis des capacités visio-spatiales absolument remarquables. 50% des salariés de la NASA sont dyslexiques et sont recrutés là-dessus. 50%? Parce qu'ils ont des capacités de représentation. Un employé sur 2 de la NASA est dyslexique? Oui. C'est incroyable. Et aux États-Unis, on le marque sur le CV qu'on est dyslexique parce qu'aux États-Unis et en Angleterre, c'est en cours, on comprend que la dyslexie, avant toute chose, c'est une chance pour l'entreprise. Alors après, effectivement, en ce qui concerne la lecture et l'orthographe, ouais, c'est galère. Nathan, vous l'avez mis sur votre CV, vous? Vous allez être recruté par la NASA bientôt? Je ne suis pas mis, non.
Non, vous ne l'avez pas mis. Mais vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, justement. Alors, c'est un frein au début, on le comprend pendant toute la scolarité, mais après, c'est une chance? Pour mon métier en tant que développeur, pour moi, je pense que vraiment c'est une chance. Si j'aurais voulu faire écrivain, ça aurait peut-être pas été une chance, mais là, pour le coup, c'est une chance. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez plus vite? Qu'est-ce que vous faites plus facilement, justement, en étant dyslexique, en étant web développeur, au niveau du langage, j'imagine, informatique? Je pense que j'ai cette capacité à peut-être apprendre plus vite et à raisonner différemment. C'est un peu dur à expliquer parce que vraiment, je m'en rends pas réellement compte. Vous le faites instinctivement, c'est ça? moi-même. D'accord. C'est peut-être lié à l'algorithmie aussi. Oui, c'est une certaine aide aussi sur l'algorithmie, c'est sûr. Géraldine Vente, comment ça se détecte justement cette dyslexie? Est-ce que c'est au moment de l'apprentissage de la lecture ou ça peut même être détecté avant? Alors, juste un point, Agatha Christie, dyslexique. Ah, je suis fan. Ça calme un peu. Je suis ça. fan. Ouais. Ouais. Et Bon. Comme quoi, il n'y a pas que la NASA et les web développeurs. On peut aussi performer dans la littérature. Tout à fait. C'est votre message. Alors, comment on pose le diagnostic? C'est les orthophonistes qui posent le diagnostic. Ce sont les seules personnes habilitées. Ce sont les spécialistes, en fait, de la dyslexie et des troubles des apprentissages. Donc, pour poser un diagnostic de dyslexie, il faut plusieurs choses. Il faut avoir 18 mois d'écart minimum entre l'âge réel et l'âge de lecture. Il faut une résistance à la rééducation, donc il faut avoir fait de l'orthophonie pendant 50 séances et puis que le retest ne soit pas signifiant d'un retard de lecture, mais d'un trouble. Et ensuite, il faut des écartifs sur certaines épreuves de tests étalonnés, référencés. Voilà. Et quels sont les signes prédictifs? Est-ce que justement, si son enfant, je ne sais pas moi, même de 3, 4, 5 ans, n'arrive pas à bien découper les phrases ou voir les mots? Alors, il peut y avoir des signes qui laissent supposer qu'il y a plus de fragilité plus tard, mais on ne peut certainement pas poser un diagnostic avant que le lecteur lise. C'est pas possible. Donc, effectivement, il y a des difficultés éventuellement sur mais c'est pas le cas de tous, mais sur des mots compliqués à dire, par exemple accordéon, aéroport, toboggan. Voilà, ça c'est le genre de mots qui peuvent poser problème à répéter. Bogotan au lieu de toboggan. Hélène Ribeiro, sur la détection justement. Effectivement, ce sont les orthophonistes donc, qui font passer les tests de lecture. Il est important aussi quand même, dans un premier temps, de vérifier si le QI est bien, si l'intelligence est normale. Et puis aussi vérifier s'il n'y a pas de troubles d'audition ou s'il n'y a pas d'autres troubles particuliers, sensoriels. Et ensuite, c'est vrai que ce qui est important, c'est de pouvoir travailler en équipe, en fait, pluridisciplinaire, de façon à ce que les orthophonistes puissent avoir leur point de vue par rapport au test. Donc un orthophoniste, un pédopsychiatre, c'est ça? Aussi, et puis un psychologue ou un neuropsychologue. Un neuropsychologue. Oui. Comment ça se traduit, Géraldine Ventre, justement, ces problèmes de dyslexie quand on est petit? Sur un mot comme cheminée, par exemple, on peut faire un test simple avec son enfant et enlever la première syllabe pour voir s'il dit la suite. Ça peut être un test tout simple pour voir s'il a des soucis ou pas du tout? Non, en fait, ce sont en signes précurseurs. On peut avoir des enfants qui ne sont pas dans le plaisir avec la langue. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jouer à faire des rimes. Ils ne vont pas jouer à enlever un son pour voir ce qui reste, à changer des sons, à manipuler des choses comme ça. Là, oui, effectivement, on retrouve ça. Mais encore une fois, il y a des enfants qui peuvent être vraiment dans du raisonnement mathématique et pas du tout dans le plaisir du langage. Et c'est pas pour ça qu'ils seront dyslexiques. Nathan, vous vous souvenez comment on vous a aidé justement? Est-ce qui vous a aidé? Ce qui m'a aidé, franchement, je sais pas, j'ai fait beaucoup d'orthophonistes quand j'étais petit et la seule chose que j'en retiens, c'est un souvenir assez mauvais parce que ça me prenait le mercredi après-midi. Mais franchement, je pense que ce qui m'a aidé, c'est le temps. C'est le temps et c'est d'apprendre par moi-même et d'avoir des événements qui m'ont marqué et que j'ai associés avec des choses que j'ai appris.
plus que vraiment un professionnel. Après, chaque dyslexique est différent et il y en a pour qui l'orthophonie, ça va vraiment les aider, mais je sais que pour moi, c'est pas le cas. Question d'Irina. Oui, justement, combien de séances d'orthophoniste il faut faire c'est propre à chacun, j'imagine, mais est-ce qu'il faut en faire une par semaine obligatoirement, 2, 3 ? Est-ce que... Alors l'idéal, c'est plusieurs séances d'orthophonie par semaine. Mais encore une fois, et Nathan l'a bien dit, les emplois du temps de ministre chez des pitchounets qui ont surtout besoin après leur journée d'école et le mercredi après-midi de sourire, de sauter, grimper, embêter leur sœur, jouer au ballon plutôt que de replonger dans le langage écrit. Voilà, il y a un moment, il faut peser l'intérêt des choses et la prise en charge orthophonique sur le temps scolaire, c'est la meilleure des choses qui soit pour les enfants dyslexiques, pour ne pas en rajouter, parce que sinon c'est la double peine. Géraldine Ventre, justement, que vous disent en ce moment les parents qui apprennent que leur enfant est dyslexique et qui sont perdus, est-ce qu'ils sont parfois totalement désemparés? Quel conseil? Alors, oui, bien sûr. Alors, la première chose, c'est de se rappeler que c'est pas une question d'intelligence, loin de là. Et que leur enfant, oui, il fait tout ce qu'il peut. Et que c'est assez écœurant de se dire qu'on travaille plus que les autres et on est payé beaucoup moins que les autres. Donc, d'abord, c'est injuste. Et ensuite, on va forcément se poser des questions sur ses capacités. Donc, bien conforter et réconforter l'enfant. Ensuite, la première chose, c'est la prise en charge orthophonique. C'est la première indication. Et puis après, trouver des moyens pour soulager l'enfant. L'enfant, mais l'adulte aussi. Parce que même si on compense, ce que disait Nathan, c'est-à-dire que même si on arrive à un niveau de lecture qui est satisfaisant, le fait d'être dyslexique va faire que cette lecture va être beaucoup plus coûteuse au niveau cognitif et attentionnel. Donc, à la fin de la journée, la personne dyslexique va être beaucoup plus fatiguée. Donc, il faut la soulager. Et c'est pour ça que nous, on a créé cette lampe-là. Alors, expliquez-nous justement comment elle fonctionne, cette lampe, et en quoi elle est efficace pour le dyslexique. Alors, la voici. Je la vois. Elle est un peu floue. Ah, c'est bon. Elle redevient nette. On la voit. Okay. Donc, c'est une lampe qui est nomade et qui a été prévue pour être au plus près du quotidien de la personne dyslexique. D'accord. C'est-à-dire qu'on la charge et puis elle accompagne à l'école, elle accompagne au bureau, elle accompagne pour les devoirs la personne dyslexique à la maison, enfin au quotidien, toute la journée. Et cette lampe, on va la régler pour chacun parce que, comme le disait Nathan, toutes les personnes dyslexiques sont voilà, super, une photo, sont différentes les unes des autres, donc on va l'adapter à chacun. Et puis après, il n'y a plus qu'à l'emmener avec soi. Et on a des gains sur la vitesse de lecture, la perception visuelle de l'écrit, la compréhension, puisque si on est moins dans le fait de déchiffrer, on va pouvoir être plus dans le fond. On passe de la forme au fond. Et enfin, sur la fatigue. Et ce qu'on va économiser en fatigue sur la lecture, on va pouvoir le reporter en énergie sur d'autres choses comme la compréhension, la mémorisation, le travail, la recherche dans des documents. On va pouvoir passer cette énergie dans autre chose. Parce que Géraldine Ventre, les enfants qui sont dyslexiques, ils sont plus sensibles à l'éclairage que les autres? Alors, c'est une question d'œil directeur et de petites différences au fond de la rétine de chacun. D'accord. Et du coup, ce n'est pas le même temps de trajet entre les yeux et les aires visuelles primaires dans le lobe occipital. C'est pour ça qu'on l'adapte pour chacun, parce que tout le monde n'a pas le même temps de trajet entre l'œil et les aires visuelles primaires.
Hélène Ribeiro, j'aimerais revenir sur, bien sûr, la relation entre les enfants dyslexiques et leurs parents. Oui. Il y a une question de tolérance qu'il faut cultiver justement chez les parents. Il faut leur faire comprendre qu'ils doivent être tolérants et qu'ils ne doivent surtout pas transmettre leur stress. Ah ben bien sûr, bien évidemment, les enfants sont des éponges. Donc si un parent est stressé, l'enfant va en plus beaucoup se poser des questions sur qu'est-ce qui fait que mon parent est stressé. Donc, Parce que sur le papier, c'est facile. On dit surtout stressez pas, alors transmettez pas votre stress. Mais dans les faits, j'imagine que la fatigue venant et puis si on manque de patience, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, alors moi ce que je conseille souvent aux familles, c'est de se faire aider aussi par les associations pour pouvoir échanger avec des parents. Déjà pour être soulagé, se dire finalement mon enfant il n'est pas perdu. Se rassurer effectivement en voyant des profils comme Agatha Christie, Walt Disney, Mika qui ont eu des troubles Mika aussi. Mika, oui. Eh ben. Et d'ailleurs il a très mal vécu sa scolarité. Enfin bon, il en parle très bien. Et c'est grâce à justement ce trouble des apprentissages qu'il s'est investi à fond dans le côté musical et artistique et qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Peut-être sans ce trouble-là, il n'aurait jamais été Mika. Donc effectivement, de cette faiblesse-là, on peut en faire une force. Mais vraiment, il faut que les parents essayent de se faire aider au maximum par les professionnels qui les entourent, que ce soit les orthophonistes, les psychologues, les pédopsychiatres et aussi les associations, parce que c'est une histoire familiale. Nathan, qui a un trouble des apprentissages, c'est une histoire familiale. Nathan, quel conseil justement vous donneriez aux parents d'élèves dyslexiques? Est-ce qu'il faut justement tenter, essayer d'inverser les rôles en se mettant à la place de l'élève et en lui demandant, pourquoi pas, d'expliquer son cours ou l'énoncé? Moi, je dirais qu'il faut surtout... Je prendrais de l'exemple avec mes parents qui ont été direct compréhensifs et qui ont capté la situation et qui m'ont aidé au maximum dans mes devoirs et dans tout ce qui était en rapport avec l'école. Puis après est arrivé l'adolescence où là, personnellement, j'ai lâché. Mais bon. Il faut... Je sais pas vraiment comment mes parents ont surmonté la chose. Ils m'en ont jamais réellement parlé, mais je pense que ce qu'a dit Hélène était une très bonne piste. Mais vous vous souvenez justement des temps de partage que vous aviez avec eux? Est-ce que c'était forcément un petit peu différent? Ils étaient peut-être plus à l'écoute que d'autres parents avec des enfants qui n'ont pas ces troubles? Ils posaient plus de questions peut-être? Toujours eu cette nature à être plus à l'écoute, mais c'est vraiment propre à mes parents en général. Mais oui, quand on a un enfant dyslexique, il faut vraiment être plus à l'écoute que quand on a un enfant qui n'a pas de trouble autisme. Géraldine Ventre, quelle attitude doivent justement adopter les parents? Oui, facile, je trouve ça super ce qu'a dit Nathan. En fait, il faut accompagner son enfant. Donc, il faut l'accompagner, il faut le soutenir et il faut le soulager autant que possible. Ce que disait Nathan pour les devoirs, effectivement, ça peut être complètement ça. C'est-à-dire que pour soulager l'enfant, on peut transformer un exercice en un exercice à trous. Et l'enfant dyslexique n'aura plus qu'à remplir les trous et ne va pas perdre toute son énergie sur copier des mots qui ne servent à rien. L'exercice porte juste sur le trou. Allez, il nous reste quelques minutes. On a beaucoup parlé de cette lampe. On va également parler d'une autre innovation, si je puis dire, dans l'info en plus avec Irina. Et Irina, tu nous parles sans plus tarder d'un petit génie qui a inventé un clavier pour les élèves 10. Alors oui, il s'appelle Ryan Dubois. Il a créé son entreprise à l'âge de 16 ans. Le lycéen a conçu pendant le premier confinement un kit pour clavier d'ordinateur adapté aux enfants 10, donc qui doivent faire face à des troubles d'apprentissage comme la dyslexie, la dysorthographie ou encore la dyspraxie. Ryan Dubois souffre de l'un de ces troubles. Il a donc appris la dactylo avec un code couleur. Alors c'est une technique qui consiste à mettre des couleurs sur les touches d'un clavier d'ordinateur. Et lorsqu'il a appris cette technique, c'était avec des gommettes, les mêmes qu'on utilise en école maternelle, mais à force d'utilisation, eh bien, les gommettes s'usaient. Alors il a créé des plaquettes de lettres résistantes et grâce à cette plaquette, eh bien, les enfants pourront apprendre plus vite à écrire sur un ordinateur sans presque jamais regarder les touches. Les couleurs en fait permettent à l'œil d'apprendre à localiser plus vite la lettre
qu'ils cherchent. Et ce clavier, on peut se procurer où? Alors, le kit est disponible dans tous les magasins boulangers à 24 € et il est également disponible sur le site internet de Ryan. Il a déjà envoyé de nombreuses commandes partout en France, mais aussi en Belgique et au Canada. C'est un véritable succès. Alors, même le président Emmanuel Macron l'a félicité sur les réseaux sociaux pour son engagement. Si c'est le président qui l'a dit, alors c'est magnifique. Nathan, il y a des évolutions, des innovations comme ça qui ont pu vous aider? Non, pas vraiment. Moi, je me suis toujours débrouillé moi-même avec les moyens du bord. Je n'ai jamais utilisé soit la lampe ou soit le clavier. Hélène, vous pensez que plus généralement le numérique demain peut venir en aide à ces enfants dyslexiques? Bien sûr. Je dis enfants, mais c'est vrai que vous m'avez repris, même les adultes, bien sûr. Bien sûr, l'outil numérique, il y a énormément de logiciels qui existent aujourd'hui. J'ai vu aussi qu'il y avait une recherche en cours avec une application qui s'appelle Mila, avec, je crois, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'innovations et c'est vrai que le numérique peut être un outil qui peut accompagner l'humain et pas toujours un ennemi. Géraldine Ventre, sur le numérique? Oui, tout à fait. D'abord, on reconnaît bien la créativité de ce jeune homme dyslexique qui a créé le clavier. Effectivement, il est chez Boulanger. Il est vendu en même temps que notre lampe Lily, parce que c'est deux objets qui sont vraiment complémentaires l'un de l'autre. Et plus on avance, plus on va créer des outils pour soulager la dyslexie. Ce qu'a fait ce jeune homme pour les claviers. Nous, notre lampe, elle est basée sur des découvertes qui ont été faites en 2017. Donc, vous voyez, c'est récent. Et l'ordinateur, oui, soulage énormément. Il y a des logiciels qui permettent de dicter sans avoir besoin d'écrire. Ça, par exemple, c'est vraiment très, très bien pour la dyslexie et qui est liée à la dysorthographie. La dysgraphie aussi, forcément, ça aide. J'ai entendu certains élèves qui arrivaient enfin à s'en sortir en cours et à qui on enlevait l'ordinateur. Ça paraît quand même surprenant. Enlever l'ordinateur, c'est comme tous les moyens. S'ils sont bien maîtrisés, c'est un plus. S'ils ne sont pas bien maîtrisés, c'est un moins. Si l'ordinateur est bien apprivoisé par la personne qui l'utilise, c'est super, on gagne du temps. S'il n'y a pas eu de travail suffisamment notamment avec des ergothérapeutes, ça va prendre plus de temps et ça sera un moins. Donc, c'est comme tous les outils, il faut savoir s'en servir. Nathan, vous avez un message pour justement tous les autres dyslexiques, qu'ils soient enfants ou adultes? Je dirais qu'il faut pas lâcher les bras, il ne faut pas non plus dire qu'on est débile ou quoi, quelque chose dans le genre, comme on l'a dit assez souvent là dans l'émission. Vraiment, la dyslexie, c'est pas un trouble de l'intelligence du tout, et il y en a certains qui ont un peu de mal à le comprendre, et il faut rester stoïque face aux gens qui réfléchissent peu comparé à nous, les dyslexiques. Est-ce que le gouvernement en fait assez justement pour mettre la lumière sur tous ces troubles dys de manière générale, parce qu'il y a la dyslexie, la dyspraxie et j'en passe? Alors, par rapport à ce qui se faisait il y a une vingtaine d'années, oui. On est en progrès, oui. Mais on est encore loin, c'est ça? On est encore loin, mais il y a du progrès. On voit de plus en plus d'enseignants et d'enseignantes qui sont sensibilisés à ces questions-là. Voilà, donc... affaire à suivre. Ce qui est important, voilà, c'est si je peux rajouter un petit message pour ces jeunes-là, justement, faites-en une force de cette faiblesse-là, faites-en une force. Et dernier petit conseil aussi, c'est fragmenter bien les tâches, c'est-à-dire vraiment fragmenter les tâches façon à ce qu'il y ait des phases de repos pour pouvoir faire les devoirs, par exemple. D'accord. Voilà. Géraldine Ventre, un petit mot de conclusion? Oui, je reprends ce que disait ma collègue psychologue. Effectivement, segmenter petit bout par petit bout avec des pauses au milieu où on se lève et où on va marcher ou se dépenser physiquement et on revient. Mais segmenter et ne pas hésiter avec les outils parce que le but, c'est d'être soulagé pour pouvoir travailler les points à apprendre.
C'était passionnant. Un grand merci vraiment à tous les trois d'avoir été avec nous. On refera bien sûr d'autres émissions sur la dyslexie et même plus généralement sur tous les troubles 10. Il y a beaucoup à dire. Merci Nathan Rosweg et encore bonne continuation. On attend votre lettre de motivation pour la NASA bien évidemment. Hélène Ribeiro qui est psychologue et Géraldine Vande qui est orthophoniste. Et je rappelle bien sûr vous êtes responsable scientifique de Lily Light for Life. Ça se trouve bien sûr sur le net. Excellente journée en notre compagnie. Un grand merci à Irina Capron. On se retrouve dès demain sur School TV. L'ensemble de nos émissions sont à retrouver sur schooltv.com. Merci.